Bon, alors bonsoir à tous. Vu l'heure, on a laissé les 5 petites minutes, donc je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement. Merci à tous d'être là. On est déjà presque une trentaine, donc merci d'être au rendez-vous. Et pour ce meet-up, les datavis du Covid-19, bien sûr, qui se passe à distance, il y a Christophe qui va commencer par vous rappeler quelques petites règles. Et après, on va pouvoir vraiment attaquer. Si tu pouvais allumer ton micro, ça serait peut-être mieux. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Oui, Mon merci Christophe. bonsoir à tous. Mon petit raccourci pour couper et enlever le micro ne fonctionne pas. Eh bien, je sais que vous possédez tous les outils de la vidéoconférence, mais je vous propose quand même quelques règles pour ce meet-up. Tout d'abord, c'est plus sympa si vous laissez votre webcam allumée, sauf si vous avez des points de connexion, mais comme ça on vous verra, vous pourrez réagir. Vous pourrez aussi nous faire des signes si vous n'entendez plus rien. Euh, Coupez votre micro si vous ne voulez pas parler. Et évidemment, si vous voulez parler, on va aussi instaurer quelques petites règles de communication. Vous pourrez lever votre main virtuellement directement dans votre onglet participant. Vous avez des outils, je pense que vous connaissez ça. Voilà, je vois que les gens commencent à activer leur webcam, c'est très bien. Et puis évidemment, c'est un meet-up, donc même si on se rencontre pas, on aimerait bien quand même qu'il y ait des échanges et une participation. Donc n'hésitez pas à participer, levez votre main pour parler, intervenez sur les différentes visualisations, comme l'a dit Aurore, qui vont dérouler ce soir. C'est un peu une première, hein, on est en live. Voilà. Donc je laisse Aurore introduire la soirée. Je vais arrêter mon partage et je vous souhaite un bon meet-up. Je reviens tout à l'heure. N'hésitez pas à intervenir sur le chat ou ailleurs. À tout de suite. Alors, euh, tout d'abord, petite question au cas où. Est-ce que pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous assistez au meet-up de TDV, du Toulouse DataVis? Alors, normalement, ceux qui ont l'application ont dû recevoir un petit sondage. Euh, Est-ce que c'est le cas? Si oui, vous pouvez répondre et on va pouvoir voir les résultats. Ça se remplit, Aurore, je te confirme. Moi, je vois la progression du sondage. On va laisser une petite minute, mais on est déjà à un bon taux de participation et des gens attendent encore à la porte. On va les laisser rentrer. Voilà. On est à 90% de participation au sondage et je vous laisse encore 20 secondes pour répondre à ce petit sondage. Allez, c'est fait. Vous allez voir que, en fait, vous devez voir les résultats, mais Oh. nous avons beaucoup de nouveaux venus, donc bienvenue. Alors, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir et bienvenue. Donc, la petite présentation que certains connaissent déjà va être utile pour qu'on se présente un peu plus. Donc, nous, en fait, on fait partie donc, de l'association Toulouse DataVis et on organise des meet-ups de visualisation de données sur Toulouse. Et avec ce Covid, également en ligne, on a commencé à s'y mettre. Et donc, tant mieux si ça peut permettre aussi à plus de gens d'être là avec nous ce soir. Alors, quelle est notre ambition? Assez simplement, c'est de promouvoir la visualisation des données. Et un peu plus subtilement, en fait, on aime bien aller fouiller dans les données et principalement dans les open data, d'aller déjouer les visualisations trompeuses. C'est vraiment un sujet qu'on aborde pas mal, principalement avec Christophe, très expert dans le domaine. Et bien sûr, convaincre aussi avec des graphiques. Et ce qui est très important pour nous, c'est de faire passer un message par rapport aux graphiques. Alors, qui sommes-nous? Alors, est-ce qu'il y a Alain O qui peut faire un petit coucou peut-être, dire un petit bonjour? Et puis il y a un deuxième Alain, Alain R. Bien sûr, Christophe que vous avez déjà vu. Edith qui n'est pas là ce soir,
mais qu'on salue. Et donc, moi, c'est Aurore, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, bien sûr, nous sommes des passionnés de DataVis et on va vous en parler un petit peu plus ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On organise des rencontres, donc principalement donc, avec des meet-up. On fait également des événements de DataVis et on donne aussi des formations. Donc, on va détailler ça un petit peu plus en détail. Alors, en termes de rencontres, l'idée, c'est vraiment de comprendre la DataVis, de découvrir de nouveaux graphiques, témoigner de sa propre expérience, s'approprier des outils. Et elles sont vraiment dédiées, ces rencontres, à tout type de public, donc des débutants ou des experts. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger entre passionnés. Les événements de DataVis, on organise un concours annuel, le Hackaviz, donc qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, où l'idée, c'est un petit concours. En 10 jours, les participants doivent raconter une histoire avec des graphiques. Et ensuite, donc, on organise une remise des prix où on peut échanger sur toutes les DataVis qui ont été effectuées. Et on peut également organiser des événements de DataVis à la demande, et vous allez sûrement entendre parler de plusieurs événements d'ici la fin de l'année, si tout va bien. Ensuite, on donne aussi des formations. Donc, ça, c'est principalement Christophe et Léa Alain, donc que ce soit dans les collèges, dans les lycées, universités, entreprises, pour vraiment s'initier à l'analyse et à la visualisation des données. Et pour information, si ça peut intéresser certaines personnes, TDV est aussi référencé dans le programme Parcours laïque et citoyen du Conseil départemental 31, donc de Haute-Garonne. Voilà. Donc, quelques chiffres. Le Meetup a été créé en octobre 2015. La création de Toulouse DataVis, c'est décembre 2017. Pour la petite info, moi, je participais seulement au Meetup depuis la création. Et à force d'être là, j'ai beaucoup appris. Et donc, j'ai rejoint l'association en fait en janvier de cette année. Donc, comme quoi, même en étant complètement débutant, des associations comme celle-ci nous permettent de vraiment gagner en expertise. Et donc, je remercie Christophe et Léa Alain de m'avoir fait confiance. On est à 1500 membres, un peu plus de 1500 membres sur Meetup. On a déjà organisé donc 38 Meetup. Il y a eu 26 intervenants différents. Et comme je vous le disais, notre concours du Hackaviz a été organisé donc chaque année depuis 2018. Voilà. Alors, nos technologies préférées, on aime bien JavaScript, D3, React, Observable HQ, Python, Jupyter, R, Excel, Tableau, QGIS et plein d'autres. Donc, vous l'aurez compris, en fait, tous les outils qui peuvent permettre de faire des graphiques, on s'y intéresse. On remercie également nos sponsors, donc CleverAge. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là ce soir, mais en tout cas, merci beaucoup. Scoring et Machina Corpus, Data Sense, Perceptible, Étincelle Coworking qui généralement nous permet en fait de nous accueillir dans leurs locaux, et le conseil départemental de la Haute-Garonne. Alors, pour nous retrouver, on a pas mal d'outils. Bien sûr, on a un site web, toulousedatavis.fr. On a un Twitter, donc surtout, n'hésitez pas, même ce soir, à envoyer des tweets. Meetup. On a également une chaîne Vimeo. Pourquoi? Parce que un certain nombre de nos Meetup sont enregistrés. Les intervenants, en fait, sont enregistrés pour qu'on puisse mettre à disposition leur présentation, ainsi qu'un Slack. Donc, le Slack, si vous voulez en faire partie, en fait, il faut demander à être inscrit à notre club. Alors, petite question, qui connaît le club et qui est inscrit? Encore une fois, un petit sondage pour tous les participants.
Donc, Christophe, je te laisserai dire les résultats. On va laisser peut-être une minute aux gens pour répondre. Oui, ça répond assez vite, mais malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas inscrits au club pour l'instant. Donc, c'est très bien, on va pouvoir en faire une petite pub pour le club et Alors donner déjà, surtout l'adresse pour s'inscrire. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Alors, peut-être que Alain, Rohan, tu peux mettre sur le chat aussi si l'adresse, si les gens veulent demander à rejoindre le club. Ce qui est intéressant avec le club, c'est que d'une part, vous aurez accès au Slack, mais également aux newsletters qu'on diffuse régulièrement. Alors, on s'inscrit au club en passant par le site Toulouse Datavise. Puisqu'en fait, on ne peut pas s'auto-inscrire au Slack, il faut toujours faire une demande d'inscription. Donc, je renvoie dans le chat les coordonnées du site. Merci beaucoup. Christophe ? Eh bien, nous avons la fin du sondage et 81% ne sont pas dans le club. Et évidemment, comme la question a été bien posée, ils voudraient bien s'inscrire et recevoir la newsletter. Nous en sommes ravis. Bah, c'est super. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous aidera. Et donc, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon meet-up. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on vous a prévu? Alors, il y a Alain O qui va commencer par faire une petite présentation sur les vises des données hospitalières. Et vous avez peut-être déjà vu passer le message sur le chat. Après, on va vous parler de graphiques sur le Covid. On profite du Covid parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mis à faire plein de graphiques, donc on a plein de choses à dire. Et donc, pour ça, on s'est dit que ça serait sympa de vous faire voter sur les graphiques que vous voulez, en fait, dont vous voulez parler. Donc, pour ça, il y a Alain qui vient d'envoyer le lien du sondage sur le chat. Et donc, tout simplement, vous allez pouvoir y accéder. Et donc là, vous voyez, en fait, ici, on a fait une petite galerie, un bestiaire avec plein de visualisations différentes. Et ici, on vous a mis des petites miniatures pour, en fait, voter sur les graphiques que vous avez envie qu'on discute un petit peu. Idéalement, limitez-vous peut-être à 3 réponses. Et donc, après, on ira voir en direct les réponses et on commentera ensuite quelques graphiques. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à Alain et puis encore un bon meet-up. Bon, merci Aurore. Donc là, je vais partager mon écran. Voilà, normalement, ça devrait fonctionner. Donc moi, je vais vous parler des vises des données hospitalières. Et en fait, je vais essayer de répondre à une question qui est comment est-ce qu'on peut combiner à la fois des dimensions géographiques et temporelles dans une seule vue d'ensemble. Alors, juste un petit mot à propos du jeu de données. Donc, on parle des données hospitalières. Alors, les données hospitalières, c'est en fait des données qui sont publiées par Santé publique France, qui est l'organisme officiel pour recenser toutes ces mesures. Et si vous allez sur leur site, vous verrez qu'il y a toutes sortes de maladies. Vous pouvez trouver tout un tas d'informations et de données sur ces maladies. Et à la lettre C, vous avez Covid et vous avez tout un tas d'informations sur les données hospitalières et d'autres choses. On peut, avec cette application, télécharger les données, mais on peut les télécharger que par petits morceaux. C'est-à-dire que si vous voulez avoir toutes les données, il vous faut faire pas mal d'extracts et recombiner tout ça. Donc, ce n'est pas très simple. Et fort heureusement, ils ont eu la bonne idée de publier en fait une partie de ces données Covid-19 sur le site data.gouv.fr. dont vous voyez ici une petite image là, et qui s'appelle les données hospitalières Covid-19 avec la date et l'heure à laquelle a été publié ce fichier. En fait, dans ces fichiers, il y a 4 types de mesures qui sont proposées. Les données concernant les hospitalisations, les données concernant les personnes en réanimation, les personnes qui sont retournées chez eux, enfin les retournées à domicile, et enfin les décès. Et il y a plusieurs dimensions qui sont proposées. Alors, dans le premier fichier, il y a la dimension qui est du temps, c'est-à-dire les valeurs par jour.
par sexe et aussi une donnée géographique, puisqu'en fait, les données sont données aussi par département. Et un des fichiers donne aussi la répartition par classe d'âge, tous les 10 ans, de 0 à 10, de 10 à 20, etc. Alors, ce qui est intéressant sur ce site, c'est que ce sont des open data, donc, et les données sont publiées exactement tous les jours à 19 h. J'ai pu vérifier ça avec une précision presque suisse. Et ça tombe en même temps, en fait, que l'information à la presse, puisqu'en général, les médias relayaient les informations du jour vers 19 h. Donc, c'est quand même intéressant de voir que des données open data sont vraiment disponibles en temps réel. Alors, bien évidemment, beaucoup de gens se sont appropriés ces données. Et pour la petite anecdote, je crois que là, je l'ai noté, il y a eu plus de 16 000 téléchargements de ce jeu de données. Et il y a eu, si vous allez en bas de la page du site, 108 réutilisations au 23 mai, c'est-à-dire il y a quelques jours. Donc, il y en a peut-être encore quelques-unes. Là, vous les voyez, là, sous forme de petites vignettes. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces réutilisations? En fait, le constat qu'on peut faire, c'est que la plupart de ces réutilisations sont en fait des tableaux de bord. Et essentiellement, si on schématise, il y a des diagrammes en barre ou en ligne, des chiffres et une carte. Et on le retrouve à peu près systématiquement. Alors, j'ai essayé de prendre des exemples qui font partie de ces 108 réutilisations. Et je suis parti aussi sur le tableau de bord proposé par le gouvernement, qui est celui que vous avez à l'écran. Alors, je vais l'ouvrir pour l'avoir en dynamique. Voilà, je pense. Est-ce que vous me voyez là? Christophe, est-ce que vous voyez l'outil? Alors, je ne sais plus si j'ai partagé ça ou pas. Alors, pour l'instant, je ne le vois pas parce que tu ne dois pas avoir partagé le bon Et je n'ai écran. pas dû partager l'ensemble de mon écran. Alors, attendez, je vais faire un nouveau Voilà, partage. Est-ce que vous permettez un petit commentaire pendant que vous partagez? Est-ce qu'on m'entend? Ouais. A priori, oui. Bonsoir à tous. Juste pour préciser, parce que je trouve intéressant, le tableau de bord dont vous parlez vient d'une initiative communautaire open source, initiative qui s'appelait Data Against Covid, qui a fait le dashboard en open source, qui a ensuite été réutilisé par le gouvernement. C'est marqué dans les sources, mais c'est intéressant de noter que ce tableau de bord est d'abord venu d'une communauté qui, pour la petite anecdote, faisait de la saisie de données de façon manuelle avant que Santé publique France professionnalise sa mise à disposition de données. Donc, vous aviez des personnes qui écoutaient les allocutions de professeur Salomon pour ensuite faire les datasets. Est-ce que vous voyez mon écran là? Où j'ai la visualisation justement du gouvernement. Okay, vous la voyez ton écran là. D'accord, donc je pense que j'ai tout partagé. Donc, comme je vous disais, donc il y a des données, dont des chiffres, qui sont plutôt des données de synthèse. Vous avez effectivement là sur le côté gauche un bar chart avec les 4 mesures qui sont visualisées, donc en fait qui sont des synthèses. Et puis on a sur la partie centrale et droite une carte, enfin plusieurs cartes, et notamment donc on voit la carte de France avec les chiffres qui s'affichent sur les différentes régions et associés à ces chiffres des cercles. Alors si on clique sur un des petits boutons, on peut descendre au niveau du département et on a l'appareil des chiffres et des cercles. Alors 2 remarques par rapport à ce type de visualisation. La première, c'est que la taille des cercles est toujours un problème. Parce qu'en fait, est-ce que le chiffre, la taille du cercle qu'on associe au chiffre, est-ce qu'on l'a fait petit ou grand? Et ça, c'est toujours un problème parce que si vous faites le cercle très grand, vous avez tendance à plutôt amplifier le phénomène, ou si vous le faites trop petit, vous avez tendance à le diminuer. Donc, on n'a pas de règle très précise pour dire quelle taille de cercle on met associée à un chiffre. Et l'autre problème, c'est le problème de la proportionnalité. Typiquement, si vous regardez ici sur la Haute-Garonne, vous avez 68 et un cercle, une certaine surface du cercle, qui est relativement petite comparée à la surface du cercle pour l'Ariège, où il y a juste deux personnes. Donc, on voit ces 2 premiers problèmes qui sont liés en fait à la visualisation sur une carte, c'est la problématique des cercles. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler durant ce summit. L'autre problème qu'il y a, c'est la notion de temps, ou si vous voulez, pour voir comment ça évolue dans le temps, eh bien, il faut aller sur la date. Là, vous avez sur le côté à gauche, là, les données au 27. Et si vous voulez voir comment ça a évolué, enfin, quelles étaient les données la veille, ben vous cliquez, mais en fait, vous voyez des chiffres bouger, mais finalement, l'information, vous ne la voyez pas parce que cette temporalité, on n'arrive pas bien à saisir l'information qu'il y a derrière.
Donc ça, c'est un premier type d'exemple. Alors celui-là, je vais le fermer. Donc j'espère que vous voyez toujours mon écran. J'ai un deuxième exemple que je vais vous mettre à l'écran, qui est à peu près semblable dans le principe. Là, j'espère que vous me voyez. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la partie. Alors, attends, comment est-ce que je peux faire pour bouger ça? Ouais, ça y est, c'est bon. Alors, là, vous voyez effectivement une carte. Et là, il y a deux choses. La personne qui a fait le tableau de bord a essayé en fait, de mettre la même mesure, mais suivant deux formats. C'est-à-dire qu'en fait, les cercles représentent, dans ce cas-là, le nombre de décès en nombre. Et la coloration des départements correspond en fait au nombre de décès par 100 000 habitants. Alors, il y a plusieurs problèmes qui se posent par rapport à ce type de présentation. D'abord, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a une superposition des cercles, ce qui fait que sur la région Île-de-France, par exemple, on ne voit plus grand-chose parce que tous les cercles se superposent les uns par rapport aux autres. L'autre problème qu'on voit, c'est au niveau des échelles. Donc, on a ce même problème de proportionnalité au niveau des cercles. On voit que la surface 80, par exemple, ne fait pas 2 fois 40. Et puis, l'autre problème, c'est que dès que les valeurs sont supérieures à 157, le cercle reste de la même taille. Donc, si entre 157 et 2000, c'est la même taille de cercle. Et puis, l'autre problème, bien entendu, c'est le problème de la surreprésentation des départements qui sont relativement peu peuplés. Par exemple, le département que j'ai highlighté, là, c'est la Lozère, qui représente moins de 100 000 habitants. Et pourtant, ça fait une surface énorme sur la carte. Et 80 000 habitants, c'est à peine la population de Boulogne-Billancourt en banlieue parisienne. Donc, il y a aussi un problème avec ces cartes Choropleth. Donc, du coup, avec ce type de représentation, c'est très difficile de faire ressortir l'information qu'il y a derrière les données. Et là, on a aussi le même problème par rapport au temps, où en fait, il faut aller sélectionner la date. Et quand vous faites passer d'une date à l'autre, vous voyez des choses bouger, mais en fait, vous ne savez pas très bien qu'est-ce qui a bougé parce que c'est difficile à appréhender. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ce genre de problème? Alors, il y a des gens qui ont, dans les réutilisations, il y a la possibilité de faire des animations. Alors, typiquement, on fait une animation et au lieu de faire manuellement glisser les jours, ça déroule tout seul. Mais le problème reste tout à fait le même. On voit ici, par exemple, typiquement la problématique des sous-représentations des départements peuplés. On voit par exemple que la région parisienne, qui est un des centres de la pandémie, sont à peine visibles sur la carte. Donc, en fait, la carte est extrêmement trompeuse. Alors, l'autre solution, c'est une solution qui est assez intéressante, c'est d'utiliser des petits multiples. En fait, l'idée, c'est de se dire, on va faire pour chaque département un petit graphique. Et là, sur ce graphe, il y a 101 petits graphiques qui représentent en fait chacun le département. Et là, donc on voit bien la variable évoluer dans le temps. Ils sont tous pareils, ils sont tous tout à fait comparables au niveau des échelles, etc. Donc, on peut facilement comparer un département de l'autre à l'autre. Mais le problème que l'on a dans cette visualisation, c'est qu'on perd en fait la géographie. En fait, on ne sait pas comparer un département par rapport à l'autre. Là, ils sont classés par ordre alphabétique. Et si vous voulez, l'un n'est pas à côté de l'Aisne géographiquement. Donc, du coup, on perd cette information et on ne sait pas très bien où sont les zones rouges et les zones qui sont moins rouges. Alors, du coup, nous, on s'est dit au sein de Toulouse DataVis que c'était peut-être sympa qu'on se prête à l'exercice et pourquoi pas essayer de voir comment nous, on pourrait résoudre cette problématique des cartes. Alors, ce qu'on a fait, on a fait une petite application là, qui s'appelle Covidoscope. C'est une application qu'on a développée en observable HQ. Donc, en fait, c'est du D3, en fait. Et l'idée, en fait, c'est de reprendre le principe des petits multiples, mais au lieu de les classer par ordre alphabétique, on les classe sur une carte. Donc, du coup, on ne perd pas cette dimension géographique. On voit bien, par exemple, que le Haut-Rhin là, sont à l'est et puis que la Bretagne est à l'ouest. Donc, on ne perd pas cette information-là. L'autre point qui est intéressant, c'est qu'on a aussi la notion du temps, puisqu'on voit en fait que chaque graphique donne une vision du temps. Donc, sur ce graphique, on arrive à voir à la fois la dimension géographique et à la fois la dimension temporelle. Un des soucis qu'on a avec ce type de représentation, c'est la problématique de l'échelle. Parce que là, tous les graphiques sont à la même échelle. Donc, évidemment, quand on est sur la zone où il se passe des choses comme autour de l'Île-de-France, on voit très bien les pics, comment les choses évoluent. Par contre, quand on va dans les zones plus calmes ici, on ne voit pas grand-chose. Donc, du coup, on a essayé aussi de faire une échelle,
j'allais dire, manuel, dans lequel on peut amplifier, si vous voulez, les graphiques de manière à pouvoir voir plus de détails dans les zones qui nous intéressent. Alors, on peut effectivement grossir et puis en même temps, avec l'infobulle, regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. D'accord ? Alors, autre point important dans cette visualisation, c'est qu'il nous semblait important aussi de pouvoir aussi avoir l'information en cas pour 10 000. Parce qu'il peut y avoir des départements où on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, alors qu'en fait, c'est des départements où il se passe beaucoup de choses. Typiquement, si vous regardez le département 90, qui est le territoire de Belfort, si vous regardez en nombre absolu, ben, on a l'impression qu'il ne s'y passe rien, que c'est très calme. Et dès qu'on passe en cas pour 10 000, eh bien, on s'aperçoit que c'est pratiquement le département qui a été le plus touché par le Covid en termes de cas par habitant. Donc voilà, et puis dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on avait essayé aussi quand le 30 avril, il y a eu, attendez, je vais arriver, il faut que je puisse arriver au 30 avril à peu près. Le 30 avril, il y a une nouvelle information qui est apparue, c'était la couleur des départements. Et donc on s'était posé la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait ajouter cette information-là sans détruire en fait le potentiel informationnel de la carte originelle. Donc du coup, on avait trouvé cette petite astuce qui consistait en fait de colorer le numéro des départements par la couleur qui était affectée. Et en fonction des jours, si vous vous baladez, ben, vous voyez les couleurs varier. Donc voilà, c'était l'exemple. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de totalement abouti, mais disons que c'était une présentation un petit peu originale et qui permet de présenter les données à la fois temporelles et géographiques sur un même graphique tout en gardant une certaine visibilité. Donc voilà ce que je voulais vous présenter en introduction de cette petite séance sur l'analyse des dataviz du Covid. Donc si vous avez des remarques, des commentaires, allez-y. Effectivement, peut-être que est-ce qu'il y a quelques questions ou des remarques par rapport à ce qu'Alain vient de présenter? Moi, j'ai levé la main, oui. Ah, oui, exactement. Est-ce que vous ne pensez pas que la limitation de ce genre de dashboard, c'est de vouloir à tout prix représenter tout un tas d'informations sur la même vise et Alors, que finalement, avoir plusieurs graphiques différents rendrait pas un résultat bien plus lisible et bien plus exploitable et bien plus intéressant? alors Séparer la couleur des départements, de séparer les analyses temporelles, etc., plutôt que de vouloir à tout prix tout mettre sur la même carte, surtout pour des indicateurs qui ne sont pas finalement si liés que ça, forcément, à la géographie non plus. Alors, je peux peut-être répondre à ça. Donc, l'idée, c'est vraiment, moi, dans mon approche, là, je pense que ce qui est intéressant aussi dans une visualisation de données, c'est d'essayer le plus possible de présenter la donnée brute. Parce que c'est dans la donnée brute qu'il y a de l'information. Plus vous allez la synthétiser, la mettre, plus vous risquez de perdre de l'information. Alors, ce qui est intéressant dans ce genre de choses, alors évidemment, ça peut peut-être paraître un peu confus, mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet de détecter les signaux faibles. C'est-à-dire qu'on peut se voir que dans un département, il se passe quelque chose de très particulier, un typique, et vous allez tout de suite le voir, et vous allez après pouvoir fouiller, etc. Donc, c'est un petit peu ça l'intérêt de ce type de présentation, c'est justement de rester le plus proche possible de la donnée brute pour ne pas rater, j'allais dire, le signal faible qui pourrait se présenter. Mais la vis précédente que vous avez montrée juste avant atteint exactement. Je vous entends très mal. Hein. Je dis la vis précédente, la vis que vous avez montrée juste avant atteint exactement le même objectif. Le fait d'avoir posé chaque département sur une carte. Oui, mais vous n'avez plus l'information. J'ai du mal à voir l'intérêt en fait de tout poser sur une carte où finalement un instant, et en plus on a des graphiques temporels, donc est-ce qu'à un instant T on est capable de voir ce que donnait le 92 versus le 62 à une date précise? Je ne suis pas sûr. Donc si le but c'est de comparer les départements les uns avec les autres sur l'axe temporel, je ne pense pas que l'objectif soit atteint, si je peux me permettre. Par contre, si on veut regarder le détail et par exemple les signaux faibles sur un département donné, on n'a pas besoin de les mettre sur une carte. Et la vis précédente atteint parfaitement l'objectif que vous décrivez. Alors, la vis précédente, effectivement, je peux peut-être la mettre. Sur New York Times, Financial Times et autres, des small multiples comme ça, on en voit partout. Certains beaucoup plus, à mon avis, plus sympas que celui-là, mais c'est quand même la grosse tendance qu'on voit, je pense, aujourd'hui, c'est de faire du small multiples. Et là, on voit, si on s'intéresse à un département ou à un État des États-Unis en particulier, ou à une région française, peu importe, ou à un pays, on peut l'étudier très facilement.
Je pense qu'on peut faire la même chose ici. Hein. Si vous zoomez le truc, vous allez sur Paris, vous voyez exactement ce qui se passe. Vous pouvez vous balader, revoir les jours, voir s'il y a un petit truc, regarder à côté ce qui se passe. Mais par contre, ce qui est intéressant, ce que vous n'avez pas sur la vis du dessus, c'est que vous voyez effectivement bien que la problématique se situe au niveau de l'Île-de-France et au niveau de l'Est de la France. Et que finalement, dans le sud, il ne se passe pas grand-chose. Néanmoins, on voit quand même que du côté de Lyon, il se passe des petites choses, etc. Est-ce que ne peut difficilement vous dire ce genre En fait, c'est presque la même chose, hein, sauf que là, ils sont classés par ordre alphabétique et on perd l'information géographique. Moi, ce que je voulais dire, puis on va peut-être pas débattre juste de ce sujet-là pendant 2 heures tous les deux, mais séparer les deux, de faire. Et là, il y a un problème avec le son, moi Oui. j'entends très très mal. Alors, par contre, là, je crois qu'on vous a perdu. Je suis désolée. Peut-être que si vous résolvez votre problème de son, à la fin du meeting, du meet-up, vous pourrez discuter un peu plus. Parce que je suis vraiment désolée, on ne vous entend plus. Je pense que je ne suis pas la seule. Mais en tout cas, c'est très intéressant. On avait également une petite question, Alain, dans le chat de Joseph. Il a moyen de transformer l'information de manière à sortir de la logique département qui biaise l'analyse, répartition de la population notamment. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Peut-être que Joseph, si vous voulez prendre la parole en 1 minute pour qu'après on parle aussi des résultats du sondage et qu'on discute un petit peu des visualisations pour lesquelles vous avez voté. Et pour information, il y a le lien qui a été mis à jour dans le chat. Il y avait un petit problème apparemment. Orange, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, donc difficile. Sinon, la garde pour la fin. D'accord, ok. Si Joseph veut bien. Si Joseph, vous voulez bien peut-être en parler à la fin. Tu t'es connecté. Alors, oui, effectivement, les données sont données par département. On n'a pas une maille plus petite. Hein. Joseph a un problème de micro, donc. Bon. Je prends la parole parce que moi, j'ai fait une tentative. J'ai tenté de récupérer les excédents de décès par commune. Mais malheureusement, ce sont des données qui sont certes disponibles, mais avec près d'1 mois ou 2 mois de retard. Donc, en fait, moi, j'ai fait des tentatives au niveau communal, mais c'est de la vieille info, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Actuellement, on ne trouve que des données actuelles qu'au niveau département. Alors, ce qui est intéressant dans le jeu de données, c'est que c'est vraiment la même mesure qui vraiment sont publiées tous les jours. Donc, il y a pas, voilà, donc on peut vraiment voir les choses évoluer de jour après jour et qui était quand même assez intéressant. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Alain, pour Je vais arrêter mon partage. Okay. Présentation et ce début d'échange. Donc, je vous propose après de garder les questions pour la fin et puis je pense qu'on va y revenir en discutant sur d'autres visualisations. Alors, pour information, donc, vous avez répondu apparemment à 56% sur le Google Form. Et donc, on va pouvoir aller voir en direct les résultats et donc de quelle visualisation on va parler ce soir. Donc, je vais partager mon écran. Et pendant ce temps-là, ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, pour chaque visualisation, on va aussi se poser la question de la source des données, la fiabilité des données et d'un certain nombre de choses qui sont en amont de la visualisation, mais qui font quand même partie de ce qu'on va retenir ensuite de la visualisation. Bien sûr, c'est très important. Donc, nous avons 23 réponses sur donc 38 participants. Et apparemment, les spirales, on a envie d'en parler. Alors, ici, vous pouvez voir donc, tous les résultats. Donc, je vous propose qu'on commence par les spirales et puis on verra. Pour le moment, les autres, c'était à l'université Johns Hopkins ou une carte de prévision. Mais je vous laisse continuer à voter pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait jusqu'à ce qu'on atteigne la deuxième visualisation. Donc, pour ça, c'est
qui va en parler en premier? Je vais arrêter le partage. C'est moi qui vais prendre la main. Voilà, c'est ce qui me semblait. Il faut que j'arrive à partager un écran qui ressemble à autre chose que… Il faut que tu arrêtes ton partage, sinon Aurore, je vais te partager. Normalement, il est arrêté. Alors, je réessaye. Voilà. Oui, Alors, exactement. est-ce que tout le monde a bien vu que sur le Google Form, en en-tête, il y avait un lien qui pointait vers une page qui s'appelle le zoo du Covid-19, où il y a non seulement tout ce qu'il y a dans Google Form, mais il y en a d'autres. Et puis, quand on clique sur le graphique, on accède à quelques détails, on a mis quelques commentaires. Donc, c'est notre librairie, c'est notre bestiaire à nous. On rentre les cas les plus pathologiques avant l'autopsie. Alors, la spirale. Je vais reprendre ce que j'avais dit lors d'un tweet. C'est que la première fois que je l'ai vu, j'ai eu un haut le cœur en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ?» Et je suis passé à autre chose. Et c'est seulement qu'en voyant un autre tweet d'une certaine Françoise Baoken qui semblait s'intéresser sérieusement à ça, que je me suis à mon tour mis à le regarder sérieusement. Alors, ce graphique appartient à la catégorie, on appelle ça en anglais les Connected Scatterplots, c'est-à-dire c'est les nuages de points connectés. En fait, à la différence de beaucoup de diagrammes en ligne, l'information temporelle n'est pas ni sur l'axe des X, ni sur l'axe des Y. On a un axe des X, on a un axe des Y. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le temps s'écoule avec l'avancée de la courbe. D'accord ? Donc, d'une certaine manière, là, on prend le bleu qui correspond à la France, et ben, on voit que ça commence à l'axe est à 0, là, et puis ça se met à virevolter. Alors, comme le concept est un petit peu subtil, je vais vous montrer une version un peu plus simple. Alors ça, c'est un classeur observable HQ. On peut tracer ici, je peux tracer une ligne où le temps va s'écouler, et dans le diagramme d'en dessous, il va y avoir le résultat. Donc, si je trace un trait horizontal, qu'est-ce que je vois? En fait, le temps s'écoule, je vois que sur l'axe des Y, ça ne bouge pas, c'est stable, et sur l'axe des X, ça grandit. D'accord? C'est pareil, si je trace un trait vertical, ça va, comme j'ai commencé à accélérer doucement, ça me fait une petite pente douce. D'accord? Tout le monde suit bien? Maintenant, on va faire plus rigolo. Si je fais un rond, si je fais un rond parfait, je devrais avoir une sorte de deux sinusoïdes qui s'entrecroisent, vous voyez? Donc, c'est un peu subtil à voir, mais le temps s'écoule. Si je fais comme ça, en fait, je suis en train de raconter une histoire de ce qui se passe. Et à chaque point, on a un X et un Y. Et donc, ce que fait le diagramme ici, c'est qu'il me reconstruit le X et Y. Ça va, j'ai perdu personne là? Alors, je reviens à la spirale. Revenons à la spirale. En fait, la spirale est encore un petit peu plus subtile que ça. C'est que, en fait, les deux coordonnées X et Y ne sont pas tout à fait banales. C'est-à-dire que si on regarde bien, en X, on a l'accroissement en morts par jour ou la décroissance par mort par jour. Et en Y, on a le nombre de morts par jour. D'une certaine manière, l'axe, c'est comme si l'axe des X était la dérivée de l'axe Y. Autrement dit, la courbe ne peut pas faire n'importe quoi. Si par exemple, je suis à droite de la courbe, là, si j'ai un point qui est à droite de la courbe, forcément, mon mouvement va être ascendant, puisque je suis en train de dire que j'augmente des morts. D'accord? Je vais donc monter, et c'est seulement si mon point passe à gauche du zéro que je vais me mettre à descendre. Donc, d'une certaine manière, ces axes et ce mode de représentation conduit, de manière impossible à éviter, à une spirale, une succession de spirales. Donc, ce qui est intéressant d'observer, ce n'est pas tellement la forme, parce qu'elle est codée dans le mode de représentation, mais c'est d'abord l'amplitude, gauche-droite, qui va représenter les oscillations, et puis aussi le déplacement vers le haut ou vers le bas.
on est au bas, il n'y a pas beaucoup de morts, on se met à tourner, et puis là, on se met à redescendre un peu, mais en fait, on se remet à augmenter. Voilà. C'est-à-dire que ça visualise une sorte de tourbillon où on augmente et on diminue le phénomène. Donc, en gros, en conclusion, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris de ce spirale, mais ce que je peux dire, c'est que c'est moins ridicule qu'il n'y paraît au premier abord, mais par contre, ça me paraît très, 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 très subtil pour arriver à en tirer quelque chose de vraiment sensé. Est-ce que quelqu'un de mes collègues a quelque chose à ajouter, votre honneur? Oui, moi j'ajouterais bien que j'ai été un petit peu surpris par ce graphique et en même temps j'avais fait une petite tentative que je vais essayer de vous partager de la même chose. Alors c'est vraiment avec que vous ayez beaucoup d'indulgence parce que déjà j'ai fait ça super tard, mais je vais quand même. On partage, Christophe, tu es prêt? Ouais, je suis prêt à partager. Et Hop. juste avant, parce qu'il y a une petite question, est-ce qu'il y a une logique derrière l'épaisseur de la ligne posée par Joseph? Je ne crois pas. Parce qu'on voit en fait que ça grossit. Ouais. Et c'est vrai que je me posais la question juste avant, Christophe, que tu… J'ai envie de dire, si je peux tenter une hypothèse, c'est peut-être l'axe des Y, c'est-à-dire plus on est haut et plus le trait s'épaissit. Mais je n'ai pas d'autres… Il y a dans le zoo, il y a quelques pointeurs vers la source originelle de ce diagramme. Donc, si vous avez le courage, vous pouvez y aller. Il y a peut-être des informations supplémentaires que je n'ai pas captées. Alors, je pense que mon partage est actif et que vous voyez une courbe un peu bizarre. Oui, c'est bon. Vous voyez sur un axe X, c'est un small multiple, sur un axe X, vous voyez le nombre de réanimations pour 1 million d'habitants, donc c'est un taux de réanimation pour 1 million d'habitants, et sur l'axe vertical, le taux de décès, toujours pour 1 million d'habitants. Et j'ai essayé de représenter sur ce graphique par région, donc on va se concentrer par exemple sur PACA, un peu la même idée de représenter la temporalité de ce mouvement. Donc, on est ici au début de la pandémie. Le taux de réanimation a augmenté en même temps que le taux de décès. Donc, on monte et on descend quand on a des décès et on va à droite quand on a plus de réanimation. Et donc, on voit que jusqu'à un moment, les taux de réanimation ont augmenté à peu près en même temps que le taux de décès. Puis, le taux de décès a baissé. Puis, il est remonté. Alors, ça pose des questions sur les données dont on reparlera. Et puis, enfin, on a la courbe descendante qui est, on a atteint le pic et on redescend d'une manière un peu linéaire, c'est-à-dire que les réanimations et les décès redescendent en même temps. Ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est de regarder les patterns, en fait, et de voir que le pattern du PACA et le pattern du Grand Est, pardon, le pattern qu'on vient de voir, c'est l'Île-de-France, excusez-moi, et que le pattern du Grand Est n'est pas du tout le même. D'abord, voilà, il y a eu visiblement en Île-de-France quand même un pic plus haut que dans le Grand Est. Alors, c'est pas du tout abouti, donc je vais pas parler plus longtemps, mais c'est un petit peu la même idée que ce que vient de présenter Alain, c'est-à-dire de représenter avec juste une ligne quelque chose qui est en XY, mais qui prend en compte aussi. Encore une fois, je vais pas m'étendre beaucoup sur cette visualisation parce que elle est pas finie, elle est pas aboutie. J'ai fait ça assez tard hier soir. Voilà, mais cette idée de connecter des lignes avec le temps, je pense que c'est quelque chose qui a de l'avenir. On le voit souvent dans des évolutions de PIB de pays, quand on connaît un trend, on aime bien montrer s'il y a un petit retour en arrière à un moment parce qu'il y a eu une crise. Ça s'est vu par ailleurs. Voilà, on va revenir au sondage parce qu'il faut avancer. En tout cas, merci Christophe. Et juste effectivement, comme tu dis, c'est pas totalement abouti, mais c'est très intéressant. J'avais juste une question toute bête. Est-ce que par exemple, si on mettait un point juste là où ça commence et genre une petite flèche tout à la fin, pour vraiment indiquer cette idée de temps. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais ça pourrait être juste pour qu'on comprenne bien en fait voilà, alors j'ai où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on arrive. Bon, ça peut être un peu plus compliqué à faire, mais… Comme les spirales, quoi, Christophe. Un petit peu plus. C'est clair, ton schéma. Il faut rajouter des flèches et des dates. Voilà, alors il faut rajouter des flèches et des dates, et surtout quand on fait ça avec des données trop détaillées, c'est-à-dire trop journalières, par exemple, ça ne marche pas très bien. Vous voyez ici ce que j'ai essayé de faire avec des flèches.
Bon, voilà, c'était mes essais avant. Hein, j'en ai fait d'autres, mais ça marche pas très bien. Et, en plus, je suis quand même allé au niveau régional pour lisser le plus possible de problèmes de données départementales qui étaient un peu trop sautillantes pour être vraiment utilisables dans une visualisation et qui cachaient les patterns. Donc oui, il faudrait mettre des flèches. Oui, il faudrait faire quelque chose avec les couleurs et à suivre. Mais merci, c'était une bonne suggestion. Non, mais juste le point au début et juste la flèche juste au bout. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On Juste pourrait, en oui, fait quelque chose pour de donner très, très le simple. sens. Ouais. Exactement, tout Mais simplement. il y a plein d'autres problèmes. Parce Il y a que plein d'idées. Mais Voilà. il y a plein d'autres problèmes parce que les petites quantités où les lignes se croisent un peu trop. Voilà. Alors, mais bon, merci. Exactement, Éric Georges, c'est exactement mon idée, comme une randonnée en boucle D et A. C'est exactement ça. Merci Merci. pour l'idée. Ouais. Alors là, c'est bien, il y a des égalités. On a le choix entre trois. Il y a l'université Johns Hopkins. On a une carte de prévision ou des anamorphoses, cartogrammes, enfin. Alors, mes collègues, qui veut se lancer sur un de ces trois ou est-ce que quelqu'un a une préférence? On va se débarrasser de John Hopkins. Ça va être vite fait. Alors, Ah, Chris, ok. On fait John Hopkins et après on fera Anamorphose pour essayer de rester un petit peu dans le temps. On va peut-être déborder un petit peu, mais je vous laisse présenter. Alors, John Hopkins, je pense que ça a été le premier. C'est une université de la côte est des États-Unis, spécialisée en médecine, c'est une université de médecine. Et ils ont, depuis le début du Covid, c'est-à-dire bien avant que ça pénètre aux États-Unis, ils ont collecté des données, ils ont tenté de les entretenir au niveau mondial, c'est-à-dire pays par pays. Et donc ça, il faut leur tirer leur chapeau vraiment très très bas. Et c'est eux qui ont mis au point cette visualisation qui après a imprégné l'ensemble des autres sur fond noir, rond rouge, là, qui sont tout à fait discutables. Mais bon, ça a marqué un peu dans son empreinte beaucoup de visualisations. Sur les visualisations proprement dites, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est du classique, des affreux cercles qui se superposent et puis des données qu'on peut trier, qu'on peut filtrer, etc. Donc, chapeau pour les données. Par contre, les visualisations, il n'y a pas de quoi en faire un grand plat, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un a un avis différent, mais… Ça a été beaucoup critiqué pour l'utilisation anxiogène du rouge sur fond noir, hein, dont on a déjà parlé. Ouais. Aussi pour les cercles, on en a déjà parlé. Pour un certain nombre de choses qui étaient qui sont un peu critiquables, mais c'est vrai que c'est une référence en termes de données. Et ça a été, je crois, leur grosse qualité, c'était d'avoir les bonnes données. Ça a été le premier et il s'est tenu en tête jusqu'au bout, quoi. C'est vraiment la référence la plus solide. Voilà, moi j'ai fini, c'est tout ce que j'ai à dire sur John Hopkins. Alors, je peux peut-être dire un mot sur les anamorphes, là. Oui, je pense que c'est pas mal qu'on passe aux anamorphoses. Alors, attends, bouge pas. Je vais aller là. Je partage. Voilà. Bon, en fait, ce qui est intéressant, c'est que… en fait, Alain, est-ce que tu peux peut-être l'ouvrir Open as Page pour que ce soit en grand sur le côté, à gauche? C'est à gauche. Un peu plus haut. Oui, ouais, okay. Voilà, et là, tu peux descendre, ce sera… Voilà. Merci. Voilà, ok. Donc, en fait, moi, j'ai mis cette visualisation sous forme de cartogramme parce qu'en fait, il y a eu très, très peu, moi, j'ai vu très peu de cartogrammes, en fait, alors que ces données par département ou autres s'y prêtaient quand même relativement bien. Donc, en fait, ça, c'est des cartogrammes qui ont été faits donc, sur le Brésil, je pense. Et ce qui est intéressant dans cette visualisation, c'est qu'à la fois, il y a le cartogramme et en plus, vous voyez juste en bas la carte du Brésil, je pense, donc non déformée. Donc, ce qui permet pour les gens qui ne sont pas habitués à ce type de carte de quand même garder un petit peu de repères. Donc voilà, là c'était bon, très clairement, voilà les pays,
où les régions sont déformées en fonction de la population. Et donc, ça permet d'avoir une meilleure appréhension de la réalité. Alors, sur cette carte, en plus, ont été rajoutés donc, des cercles et des petits carrés pour présenter à la fois les cas confirmés et les décès. Mais là, pareil, on peut faire les mêmes critiques sur les problématiques de ronds et de carrés. Qu'est-ce qu'on y met comme taille? Donc voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce cartogramme, c'est anamorphe, si ce n'est qu'en fait, très peu de moi, j'ai un truc que je peux rajouter. Si Alain, tu peux montrer celle du bas là, avec les 4 Oui, oui. En fait, j'ai trouvé j'ai découvert cette anamorphe avec tous les autres sur Twitter. Et comme je connais pas très bien la géographie du Brésil, en fait, je me suis retrouvé donc à comparer avec l'œil chaque anamorphe avec le dessin originel. Et en fait, je me suis dit que c'était pas facile quoi, comme boulot. Et porter à son auditoire une information qui est, en fait, qui s'appuie en fait sur une connaissance, une préconnaissance de la géographie. Si vous ne connaissez vraiment pas la géographie, l'anamorphose en fait vous apporte rien parce que vous ne connaissez pas le pays, quoi, en quelque sorte. Donc voilà, c'est juste ce petit trouble que j'ai découvert à la vision de cette carte qui, on ne peut pas à la fois apprendre la géographie et juste ça qui est retenu. On est tout à fait d'accord. Est-ce que quelqu'un a des remarques justement sur ce genre de graphique? Parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas en fait, et c'est peut-être la première fois que certains d'entre vous voient ce genre de graphique. Je pense qu'il y a une raison si personne ne connaît ce graphique-là, c'est parce qu'il est totalement illisible en fait. Alors certes, mais déjà peut-être, parce qu'il y a une question… Personne ne se sert de ça, ça fait plaisir aux universitaires peut-être, mais comment on interprète ce qu'on a sous les yeux là? Alors peut-être déjà, est-ce que quelqu'un pourrait juste expliquer ce que c'est ce graphique? Parce qu'il y en a certains qui ne connaissent pas, juste un tout petit peu, en une phrase. On déforme chaque zone en fonction de la taille, de la valeur de l'indicateur qu'on représente. Oui. Oui, qui peut être alors ça peut sembler tout simple. Les cas confirmés, etc. Donc en fait, c'est pour ça qu'on voit des anamorphes qui sont différents suivant le type de variable. Et donc ça, c'était pour répondre à Wilder. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ce genre de choses. En plus, là, c'est vrai que c'est même pas en France. Et comme on le disait, je pense en tout cas que les premières fois, c'est peut-être plus simple d'appréhender ce graphique quand on connaît la géographie. Donc… Mais même en connaissant la géographie, c'est compliqué quand même. Parce que ah oui. Les formes des trucs déformés, on se dit, ah bon, pourquoi ça ressemble à ça bon. Compliqué quand même. Il faut quand même se poser la raison de la question de pourquoi on fait des cartes. Si on présente des données, des indicateurs où la notion en fait, géographique n'a pas d'influence, comme ça a l'air d'être le cas là, sinon on aurait des grosses zones dans un coin et des petites zones dans un autre, ce qui n'est pas du tout le cas sur ce qu'on a sous les yeux. Donc pourquoi faire une carte? Ah bah si, si vous regardez, il y a quand même beaucoup de déformations entre la carte originelle qui est au centre et les… Si, il y a des grosses déformations. Par contre, effectivement… Je dis pas qu'il y a la région du Brésil n'est pas plus grosse. Donc, en fait, la géographie n'impacte pas sur la valeur de l'indicateur. Enfin, je pense. Donc, on ne peut pas faire de carte, en fait. La carte aurait un intérêt si on prouvait qu'il y avait une propagation géographique. Exactement. C'est-à-dire, par exemple, c'est rentré à Rio et ça s'est propagé vers l'Amazonie. Mais là, on ne le voit pas. Voilà. À part pour ce genre de cas autour des études d'élection, il faut arrêter de faire systématiquement des cartes. En tout cas, c'est mon avis. Il faut pas trop tirer sur l'anamorphose, parce que l'anamorphose, c'est quand même une tentative de corriger le gros défaut des chloroplastes que racontait Alain, où on corrige un département de toute sa couleur, de sa surface. Alors, c'est critiquable, mais c'est quand même une bonne tentative dans une bonne direction, quoi. C'est une bonne tentative pour corriger les cartes, mais comme la plupart du temps, en fait, on fait des cartes alors qu'on n'aura aucune raison de faire une carte. Bien sûr. C'est un pansement sur une jambe de bois, c'est peut-être une vieille expression. Mais… Alors, peut-être justement parce qu'il y a quand même eu des tentatives dans les graphiques qu'on avait mis
justement de cartes un peu différentes. Ça peut être le moment aussi peut-être d'en parler. Je ne sais pas, à part si Alain, tu avais Moi, je peux juste partir sur autre chose. juste vous montrer. Je vais essayer de partager mon écran. Vous êtes en train de partager. Est-ce que vous voyez là la carte de France? Non, toujours non pas. Parce Alors, que tu n'as pas dû j'arrête. partager l'écran. Je vais partager l'écran. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est. Voilà. Donc voilà, ça c'est le résultat des cartes de l'élection européenne de 2019, donc avec les couleurs qui représentent les partis politiques. Et donc on voit effectivement, en fonction de la population, on voit Paris qui prend plus de place, qui est normal. Et puis ce qui est intéressant dans cette déformation, c'est que vous voyez toutes les villes apparaître, toutes les grandes villes apparaître, et vous voyez aussi toutes les petites communes qui sont périphériques, et vous voyez comment le vote se répartit géographiquement. Donc sur ce genre de représentation, c'est extrêmement riche en informations. Mais c'est vrai que c'est un peu déroutant quand vous regardez ça pour la première fois. Là, on reconnaît quand même grosso modo la carte de France à quelque chose près, mais ce genre d'informations c'est super riche en enseignement. On voit très bien comment votent les grandes villes, alors que si vous faisiez ça avec une carte normale, ben, vous voyez rien du tout, quoi. Donc voilà, c'est juste un petit commentaire sur l'intérêt des anamorphes. Tellement pas d'accord avec ça. Alors, Hein je peux peut-être, avant qu'on discute toujours là-dessus, repartir sur le zoo pour vous dire, j'espère que vous avez tous eu accès au zoo, mais dans le zoo, il y a tout en bas, il y a une petite carte de France qui s'appelle l'hexagone en hexagone. Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir cette chose-là. Voilà, je vais même mettre un petit pointeur qui va bien. Voilà, vous devrez voir cette carte ici d'hexagone en hexagone. Alors, si on l'ouvre en plus grand, la voici et on peut même voir l'évolution au cours du temps. Ça, c'est une tentative d'homogénéiser les surfaces. Est-ce que vous les voyez bien? Je peux mettre en plus grand? Il y a un petit, oui, mais c'est qu'il y avait un petit lag, donc ne va pas trop vite. Voilà. Bon, bien juste de voir. Ok. Très joli. Et donc, c'est une tentative de répartir les surfaces homogènement. Tout le monde a son hexagone de la même taille. On reconnaît quand même chaque département, ce qui permet d'avoir les corrélations spatiales, parce que si on fait une carte, c'est pour comparer spatialement des choses, pour voir une propagation, pour voir un gonflement, pour voir des choses. Donc là, on a lissé les départements, et ce qu'ont fait les gens, alors après, on est d'accord ou pas d'accord, mais on peut voir l'évolution dans le temps. Alors voilà, là, je vais peut-être zoomer encore plus. Voilà, alors je ne suis pas un grand fanat des cartes qui s'animent, mais si on veut voir une propagation, et je ne suis pas très fanat non plus des couleurs qui ont été choisies, mais c'est aussi une façon de rendre la carte moins carte. Voilà, on pourra faire un meet-up entier sur les cartes, on en a déjà fait d'ailleurs, et je pense qu'on en refera. C'est une tentative qui figurait dans le zoo sur les mêmes types de données, donc je la trouvais intéressante. En plus, un des autres avantages, c'est que là, on part sur un taux. C'est le taux de décès cumulé pour 100 000 habitants. Donc la surface est comparable et les populations que ça représente sont comparables aussi. Donc c'est pour moi, une des difficultés sur les cartes, c'est de comparer. Là, on s'approche un peu de l'esprit vraiment qui est comparons des choses comparables avec des variables d'un encodage visuel qui rend les choses comparables. Voilà. Ça a moins d'intérêt sur la France parce que les départements français ont à peu près tous la même surface. Donc la déformation sur les départements français, en fait, elle n'existe pas vraiment. Elle existe sur les pays du monde. Elle existe un peu, mais on a vu la même chose sur les États-Unis. Il y a pas mal de cartes où on peut voir exactement la même chose. Ouais, tout à fait. Là, c'est les mêmes données, donc c'était l'intérêt. C'est très sympa. Les déformations sont importantes. Si vous regardez le département 48, qui est la Lozère, c'est 100 000 habitants. Hein. Vous prenez Paris, c'est 2,5 millions. Hein. Donc, et pourtant, ils ont la même surface visuelle. Hein, donc, il y a des gros déséquilibres quand même en France sur les départements. Quand même. Ouais, enfin, si on prend effectivement Paris, mais si on prend tous les autres départements à part la région parisienne, ils ont à peu près tous la même superficie. Je ne parle pas de la population, je parle de la superficie.
Oui, parce qu'ils ont été construits comme ça, mais ils ont été un petit peu construits comme ça. Mais sur Paris, quand même, il y a toujours des déformations. Ça a un gros impact, comme la carte du monde où les États-Unis, la Chine et la Russie ressortent forcément plus que les autres. Là, sur la France, c'est moins vrai. C'est moins vrai. Bien sûr. Ça, on en a parlé dans plusieurs meet-ups sur ce livre, notamment. Je suis désolé, c'est mon premier. Oui. Ben, je t'encourage à aller voir sur la chaîne Vimeo les anciens meet-ups qui ont été filmés. Ouais. On a fait des trucs sur les déformations spatiales, et qu'effectivement, une carte, ça ne représente pas bien les surfaces. Non, mais il y a plein de choses à voir. Oui, effectivement, on parlait pendant 3-4 heures si on avait le temps, d'autant plus qu'on n'est pas d'accord, donc ça pourrait être marrant. Mais... Oui. Aurore, on va peut-être continuer du coup. Exactement. Donc, on pourrait peut-être conclure, vu l'heure, juste sur les petits mensonges entre amis pour rigoler quand même un petit peu avant de se quitter. Qui c'est qui veut bien se lancer? Les petits mensonges, ça peut être que Christophe, ça. Je vais me lancer sur les petits mensonges, puisque j'aime bien les petits mensonges. Mais on va voir suivant le résultat du sondage si on peut continuer. Alors, il y en a eu quand même beaucoup, des mensonges entre amis. Vous voyez pas encore, voilà, pardon. Toujours un petit temps d'attente. D'ailleurs, il y a un petit temps d'attente. Est-ce que tu as eu le résultat du sondage? Non, alors en plus, il faut que je le fasse en même temps. Le résultat du sondage, je ne l'ai pas. Je l'aurai après avoir partagé. Ok, pas de souci. Bon, ben on continue en attendant. Vas-y, on voit ton écran. Pour voter, du coup. Vous voyez là l'écran, je suppose. Donc, vous voyez le président détesté du monde entier présenter une cumulative pour présenter en fait le nombre de tests journaliers. Donc, dans son texte et sur le panneau, il est marqué « Nous avons fait tant de tests depuis le début de la pandémie, donc ça ne peut qu'augmenter puisque c'est une cumulative. » Et donc, quand la cumulative est droite, ça veut dire que le nombre de tests n'a pas augmenté. Tous les jours, on ajoute exactement la même quantité. Donc ça, c'est extrêmement connu comme étant un des trucs pour montrer une courbe plate augmente. Bon, on dit que c'est le grand vilain Donald Trump, et on a bien raison sur plein de points, mais enfin, un certain Tim Cook a fait la même chose chez Apple. Encore une fois, retourner dans l'historique de nos petits mensonges, de nos meet-up sur les petits mensonges. En France aussi, il y a des chaînes de télé qui ont été pas mal. Il y a eu le dépistage du Covid-19. Je vais peut-être zoomer un peu si ça peut vous aider. Voilà, donc avec des barres qui représentaient le nombre de tests pour 1000 habitants. Et on sent bien que c'est pas la moitié, voire même les 2/3 de 22. Hein, c'est plutôt un tiers. Donc quand on corrige, c'est mieux. Et on n'a pas du tout la même impression. Donc ça aussi, on se demande comment les gens font et on pense qu'ils font à la main, mais j'ai eu des échanges sur Twitter avec des gens qui m'ont dit que non, les outils, il faut pas critiquer. C'est les outils qui font des erreurs. Non, ce sont les gens qui font des erreurs hein, et qui se relisent pas. Bon, un grand classique de l'axe tronqué, hein, pour montrer que la courbe augmente bien. On commence à 30 et on finit à je ne sais pas combien, mais voilà, on a tronqué l'axe. Alors pas de beaucoup, vous allez me dire, la courbe augmentait bien. Et comme c'est aux États-Unis, on va leur pardonner. Alors celui-ci est particulièrement beau. Donc j'ai un petit titre en disant « Qu'y a-t-il là? Rien de grave. Les dates ne se suivent pas, l'ordre des barres non plus. » Alors on va essayer de zoomer encore un peu plus. Et je compte sur Aurore pour dire si vous y voyez bien. Alors, il faut que tu descendes un petit peu, mais sinon on ne voit pas fort. Descends encore un petit peu peut-être. Comme ça? Pour ceux qui ont le... Tu veux que je zoome un peu plus ou ça va? Non, c'est parfait. Non, c'était bon pour bien voir les dates au cas où si on a les petits bandeaux en bas. Donc là, tout le monde peut aller sur le Zoom lui-même et voir la qualité maximale si jamais il y a des soucis. C'est le mieux. Donc là, on compare 5 comtés aux États-Unis, donc ils sont représentés par des couleurs. Alors vous voyez peut-être pas, mais il y a le comté de Cobb, etc. Donc avec les couleurs violet, vert, jaune, etc. Alors la première chose, c'est que l'ordre des couleurs n'est jamais le même. Donc si vous voulez comparer le violet, en plus c'est sur fond bleu,
il faut quand même un peu être fort pour arriver à comparer où est le violet, puisque les barres présentées par jour, par date ici, sont pas jamais dans le même ordre. Donc, de manière à vraiment pas faciliter la comparaison, c'est top, top. Et alors, le truc que moi, j'avais jamais vu, c'est que la date n'est même pas dans le même ordre. En fait. Alors ça, quand même, c'est fort. Parce que ici, vous avez le 28 avril, là, vous avez le 27. Juste après, vous avez le 29, puis vous avez le 1er mai, 30 avril, on revient en arrière. C'est-à-dire qu'ils ont trié, je ne sais pas très bien, parce qu'en fait, celui-ci est plus grand que cela. Je ne sais pas quel est l'ordre de tri, quelle est la variable de tri, mais on voudrait faire passer un message en disant vous n'allez rien comprendre à ce graphique, on ne ferait pas mieux, quoi. Et pourtant, c'est juste des barres. Donc, et ça part bien à 0. Donc, voilà. Et c'est assez bien labellisé pour qu'on se rende compte à quel point c'est nul. Donc, quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour faire quelque chose d'absolument incompréhensible. Celui-là est vraiment un de mes favoris. Bon, bah, voilà, on ne peut pas finir sans un bon camembert, hein, il ne va pas tarder à être l'heure de manger. Donc celui-là, bon, voilà, on oublie, mais c'est bien d'en montrer un. BFM TV, qui a une idée du 56%, qui me semble un peu curieuse, avec un donut chart. Donut chart, voilà, 56%, c'est pas là, hein. Je pense pas, ou tout du moins, si c'est là, on le voit pas très bien. Hein. Bon, en Floride, on a fait aussi un peu n'importe quoi, des trajectoires exponentielles. On n'a pas parlé de ça, mais là, clairement, on a une trajectoire exponentielle sans expliquer aux gens. C'est à la télé, je ne pense pas qu'on ait beaucoup de temps pour expliquer les trajectoires, enfin, tout du moins les axes exponentiels. Et quand on montre deux courbes qui sont parallèles sur une exponentielle, ça veut juste dire qu'elles suivent des asymptotes qui augmentent énormément et pas qui sont plates comme ça. Donc, en fait, ce graphique qui a l'air tout gentil comme ça montre des situations absolument catastrophiques. C'est à peu près tout ce qu'on a là-dedans, mais vous en avez peut-être et vous pouvez partager aussi vos écrans. Donc, si vous en avez sous la main ou si vous avez des commentaires, on peut faire ça et je vais aller tout de suite à la fin du sondage. Alors, oui, je vais arrêter le sondage et effectivement, on va arrêter d'ici 10 minutes. Ça nous va très bien. Peut-être le temps de prendre un dernier petit graphique ou une dernière petite question à la volée, je ne sais pas. Aurore, je te laisse. Bon, je ça, pense mais que quand les... qu'on conclue. Ouais, parce que je pense que quand les gens ont répondu, c'était avant le début de ton intervention, donc. Voilà. Mais est-ce que quelqu'un a une question ou un sujet qu'on n'a pas abordé? Est-ce que quelque chose peut-être sur lequel on aurait pu peut-être insister un peu plus aussi, c'est la qualité des données? Peut-être que vous voulez dire quand même un mot avant de conclure, parce que c'est quand même très, très important, les données. Je sais que vous avez travaillé avec les données du Covid. Je ne sais pas, Alain ou Christophe, juste pour informer un peu les gens attention, parce que des fois, on peut faire des visualisations qui sont correctes, mais si les données avant sont fausses ou biaisées, en fait, notre graphique, il peut apporter être mensonger sans même le vouloir. Est-ce que vous avez un petit commentaire dessus? Moi, j'ai un petit commentaire à faire. Oui, vas-y. Très rapide. Si on prend les données hospitalières dont je vous ai parlé tout à l'heure, au tout début, il n'y avait que les données des hôpitaux. Et après, les gens ont commencé à dire oui, mais il faut compter les gens qui sont décédés dans les EHPAD, et les EHPAD, etc., etc. Par contre, je n'ai pas trouvé de source réellement fiable où on pouvait trouver ces données-là. Il y a des gens qui ont commencé à prendre des données hospitalières, rajouter d'autres choses et puis les mettre à disposition. Et du coup, moi, j'avais un gros doute. Je me suis dit, bon, autant les données Santé publique France, je me dis, ça doit être à peu près correct. Enfin bon, ils ont peut-être fait des erreurs, mais c'est des données sur lesquelles je peux me baser. Après, quand je commence à voir des données qui sont mixées, etc., comme ça, j'ai quand même un gros doute et du coup, je ne sais plus trop s'il faut que je les exploite ou pas, quoi. Moi, j'ai toujours un peu cette sentiment-là. Et la source des données, c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Alors, toujours sur Santé publique France, moi, je vais partager mon écran une nouvelle fois. Je ne pensais pas. Donc, je ne sais pas si vous voyez cette jolie petite courbe rouge. C'est encore une fois le nombre de réanimations horizontalement et le nombre de décès verticalement sur les 20 premiers jours dans le département du Bas-Rhin. Et il faut des majuscules là-bas. Vous voyez qu'ici, on a des décès, donc 75 décès un jour, ça monte, ça descend. Donc, effectivement, il y a un problème de reporting des dossiers au jour le jour. On le sait, ça a été documenté. Il y a aussi des erreurs.
lorsque les décès sont reportés sur Santé France, en fait, c'est une cumulative des décès. Et il est arrivé que il y a des jours où le nombre du jour est plus bas que la veille, ce qui voudrait dire que le nombre de morts ce jour-là est négatif. Donc, même sur Santé publique France, il y a eu des problèmes de reporting, Et alors, on le sait. Voilà. Je peux te donner aussi une anecdote, c'est que la somme des départements ne fait pas la France. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont été hospitalisés à l'étranger et qui n'ont pas été comptabilisés. Donc, du coup, dans les sommes, bon, après, on est dans le détail, mais effectivement, quand on s'aperçoit qu'il y a des petits écarts comme ça, on s'interroge. On se dit, ah, bah, tiens, pourquoi la somme des départements ne fait pas la France, quoi. Ça pose question. Toujours avec ces données, si on regarde la trajectoire, donc comme tout à l'heure avec les données, c'était ça que j'aurais dû te montrer tout à l'heure, Aurore, on voit que sur ces données-là, si on suit la trajectoire jour par jour, on a du mal à croire que ce soit exactement, que ce soit passé ça. Donc, il y a plein de stratégies pour éviter ça. On peut attendre que les données soient consolidées. On peut aussi penser que, au niveau hospitalier, chaque hôpital, c'est trop fin et qu'en agrégeant des données au niveau régional, par exemple, on va gommer les erreurs et éviter ces petites choses-là. Le négatif, c'est un jour va se trouver noyé dans un ensemble d'autres hôpitaux qui ont corrigé et bon an, mal an, on devrait arriver à des choses. Mais c'est vrai que c'est quand même une première fois qu'on a eu des données en live, il faut le signaler aussi, d'une pandémie, et qui ont amené cette profusion de visualisation un peu partout. Je crois Alain veut dire quelque chose. Et après, peut-être Xavier. Non, Alain, si tu as fini, Christophe. Moi, je ne vais pas partager mon écran. Je pense que c'est bon, on a assez vu l'écran. Mais je voudrais attirer votre attention sur celui qui s'appelle le cas suédois. Je suis tombé par hasard sur une vidéo sur YouTube d'un gars, la référence est dans le zoo. En fait, il démontre que dans tout le mois d'avril, les journalistes, les médias se sont dit l'exemple suédois, ils vont dans les bars, il n'y a aucun masque. Et pourtant, regardez, ils ont maîtrisé l'épidémie. Et en fait, quand ils regardent, ils s'amusaient à superposer toutes les courbes des Suédois. Et en fait, les Suédois, ils ne comptent pas comme les autres. C'est-à-dire que chaque jour, ils réévaluent les données de la veille. Donc, en fait, à la fin de la période, la courbe termine à 0, mais le lendemain, ils l'ont réactualisé à quelque chose d'autre. Donc, en fait, c'est à mourir de rire que voir que les médias ont fait plein d'élucubrations sur les stratégies médicales, etc., sur des données qui étaient, mais alors, totalement fausses, quoi, non comparables. Donc, je vous invite, il y a une petite vidéo là, de quelques minutes qui est à mourir de rire, quoi. Enfin, ça, vraiment, on comprend après l'absurdité qu'on s'appuie sur du sable, quoi, que si les données sont pourries, de toute façon, on ne pourra rien faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Sur les données de décès, il y a quand même un point qui est assez flagrant, c'est qu'il faut lisser sur 3 jours. Il y a toujours un effet, le dimanche, il ne s'est rien passé, et le lundi, mardi, on surcompte. Donc déjà, juste en faisant un lissage, on élimine une partie du problème. Par contre, sur les réanimations, moi, je n'ai pas trouvé de choses claires qui disaient comment les transferts ont été gérés. Parce que typiquement, le Haut-Rhin, il y a des jours où ils ont enlevé 30 personnes. Ils les ont transportées ailleurs. Et ces transferts-là, en fait, dans les chiffres, on ne sait pas où ils sont. Oui. Ils sont considérés comme des entrées, on ne sait même pas s'ils sont vraiment considérés comme des sorties. Mais les données de santé sont jamais très, très carrées. En fait, la seule référence super carrée, c'est l'INSEE, avec eux qui sont les certificats de décès, quoi. Sauf que les certificats de décès, c'est 6 mois de retard parfois, et puis les décès sont reclassés en d'autres maladies. Enfin, donc là, les 6 mois courants, c'est pas vraiment des données, quoi. Et les données certaines, c'est l'INSEE, moi, je pense. Mais on saura ça dans 6 mois. Je partage cet avis-là. Moi, j'ai fait une visualisation. J'ai juste pris la valeur du nombre de décès et de réanimations à la fin de la période. Un point, une valeur. Et déjà, avec ça, en fait, là, on sait que c'est un cumul et que sur les décès, normalement, on ne déconne pas trop quand on compte au niveau d'une région. Et sur réanimation, il faut bien prendre avec les données. Mais ce sont, à mon avis, les 2 seules variables vraiment fiables. Toutes les autres, elles sont, il y a des entrées et des sorties. Même tu as raison sur les réanimations, mais ils comptent le nombre de personnes par jour. Donc là, on peut penser que c'est relativement fiable. Je ne sais pas comment ils ont géré les transferts, mais ils ont dû partir un jour, quoi. Il faudra aller voir un peu plus précisément. Et sur les données de décès, il y a un point qui est aussi qui risque d'être assez malsain, c'est que si vous comparez les données de 2020 à 2019 ou 2018,
vous obtenez 2 messages totalement différents parce que la mortalité entre 2019 et 2018 sont très différentes. Donc, finalement, prendre une année de référence, c'est très compliqué. Et... Bien sûr, comparer, c'est toujours compliqué. Xavier avait peut-être une question, et puis on va conclure, je pense. Non, moi, je voulais rebondir sur le sujet de l'open data. J'ai l'impression qu'on a quand même un peu de retard en France sur l'open data et sur le data journalisme. C'est-à-dire qu'effectivement, des journalistes qui prennent n'importe quoi et qui interprètent n'importe comment sans problème, chez nous, ça ne pose pas de problème. Et je n'ai pas trouvé que les données publiées, y compris par Santé publique, étaient effectivement d'une fiabilité fantastique quoi, par rapport à ce qu'on trouve sur le site, d'autres sites, quoi, plus anglo-saxons. Bon. Ouais, mais en temps réel, en France. Sinon, par ailleurs, sur les variables à étudier, moi j'ai l'impression que le nombre de décès, et nombre de cas, c'est ce qui a été pris par le Financial Times ou tous les data journalistes qui ont fait des trucs, à mon avis, vraiment intéressants et pas d'autres variables. Le nombre de réanimations et tout ça, moi je ne l'ai pas trop vu en dehors de la France. Mais je n'ai pas la prétention d'avoir tout vu, mais voilà, c'était tout. Bah, merci. Dans d'autres pays, c'est de meilleure qualité, Xavier? Je sais pas. J'ai pas essayé. Alors, ça prend quand même beaucoup de temps. Je pense que si vous avez bossé un peu sur essayer de faire vos dashboards, moi j'ai passé pas mal de temps aussi sur 2-3 semaines. Ça prend du temps d'aller chercher des données, de regarder un peu, c'est du CSV, c'est du machin, c'est des API. Le lendemain, ils ont changé les en-têtes de colonne, ça marche plus. Bon, c'est assez pénible. Donc, j'ai pas été voir sur la Suède, la Chine, la Chine, non, mais d'autres pays. Je suis allé plutôt voir soit sur de la donnée mondiale, sur le site de l'OMS ou chez Google ou Apple qui sortaient des trucs assez sympas sur les changements d'habitude des gens en termes de déplacement et de mobilité. Et sur opengouv.fr, mais opengouv.fr, y compris les trucs qu'il y a dans le dashboard dont on parlait au début, les données n'ont pas été publiées, quoi. J'ai trouvé ça un peu dommage. Et alors, merci à Alain Haut d'avoir donné l'explication sur le delta entre ce qu'on a vraiment dans la donnée et ce qui est affiché dans le dashboard, les décalages, la somme des régions qui ne fait pas la France. Moi, au bout de 3-4 jours, j'ai arrêté d'essayer de faire un dashboard avec les données de santé publique, justement à cause de ça, parce que je n'avais pas les mêmes totaux que dans leur truc. Je n'ai pas trouvé l'explication. C'est assez pénible, quoi, en fait. Tout à fait. Alors, j'en profite, je pense que c'est le moment pour conclure. Donc, ceux qui nous connaissent et qui ont l'habitude d'être avec nous en présentiel, d'habitude, c'est le moment où on va manger. On a des pizzas qui nous attendent toutes chaudes pour continuer nos discussions avec un petit truc à boire. Donc, si vous voulez bien, là, on propose de faire peut-être une petite photo, s'il y en a qui veulent bien mettre leur caméra pour faire une petite photo souvenir tous ensemble. Et ceux qui veulent rester un petit peu discuter encore avec nous, voilà, à distance, vous êtes les bienvenus. On restera un petit peu plus connectés pour échanger avec plaisir. Et encore une fois, merci à vous d'avoir été là, d'avoir joué le jeu, et j'espère que ça vous a plu. Et puis, on espère à une prochaine fois. On vous tient au courant de ce qu'on organisera.